L'UDPS sera-t-elle prête à soutenir l'UNC de Vital Kamerhe pour les élections de 2023 au regard justement de l'accord de Nairobi qui voudrait à ce que le parti au pouvoir, l'UDPS, puisse soutenir l'UNC de Vital Kamerhe? Est-ce que l'UNC est-il justement dans ce droit pour exiger le respect de l'accord cash? Nous allons essayer de répondre à cette question avec notre invité qui est déjà sur place sur ce beau plateau de CML13 Télévision. Également, le processus électoral en République démocratique du Congo. Est-ce que le temps réparti pour l'enrôlement des électeurs en RDC comme à la diaspora est-il suffisant également? Comment est-ce que la CENI pourra-t-il déployer le matériel à l'intérieur du pays au regard des difficultés sur le plan infrastructure que la République démocratique du Congo connaît en ces nets moments? On va essayer de répondre également à cette deuxième thématique avec notre invité qui est déjà sur ce plateau. Il s'agit ici de M. Félix Kayembe Walumbala. Il est cadre du parti politique cadre du parti politique UDPS, toutes mes excuses, également communicateur de l'Union Sacrée. Monsieur Félix Kayembe, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, cher Nathan. Très bien, merci beaucoup pour l'invitation, pour d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle ici que vous êtes cadre du parti politique UDPS et puis communicateur de l'Union Sacrée. Alors, Je suis cadre de l'UDPS. Communicateur de l'IDPS et de l'Union Sacrée. Très bien. Et aussi bien coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Très bien, toutes mes excuses, j'ai failli. Très bien, alors Tania Moubadi avec moi sur ce plateau. Bonjour Tania et bienvenue. Bonjour Nathan, merci beaucoup. Bonjour Monsieur Félix Kayembe, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Très bien, alors bonjour. Je peux quand même saluer nos téléspectateurs qui nous suivent en CNL. Sans problème. Alors bonjour aux téléspectateurs de CML chez vous et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Félix Kayembe, dans le cadre du biscuit de l'émission, aujourd'hui, votre secrétaire général, Augustin Kabouya, fait la fierté justement de votre parti. Il est nommé, il va exercer en tout cas le poste de vice-président, c'est ça? Et nous sommes très contents et très heureux. Vous savez, l'IDPS est un parti de gauche qui prône la social-démocratie. Et aujourd'hui, il faut dire que nous sommes membres des partis socialistes, même au niveau international. Voilà pourquoi le secrétaire général Augustin Kabouya, avec une forte délégation de l'IDPS, ils ont eu à prendre part au congrès, bien entendu, qui a été organisé à Madrid. Et de ces congrès, aujourd'hui où nous parlons, il a été désigné ou voté comme vice-président de l'Internationale des socialistes. Et c'est que pour dire, partout où il y aura des questions de la social-démocratie ou des partis qui prônent le socialisme, eh bien, le secrétaire général Augustin Kabouya doit être là présent. Et nous les félicitons pour ça, nous sommes très contents. C'est une façon, bien entendu, d'honorer l'IDPS qui a milité depuis l'aube du temps, toujours du côté de la population. Voilà pourquoi chez nous, nous disons, le peuple d'abord. Et nous en profitons de ces micros pour souhaiter un bon retour au secrétaire général Augustin Kabouya. Il va rentrer au pays le jeudi et nous demandons aux combattants de ces combattants et au peuple congolais de nous réserver un accueil chaleureux à l'aéroport international d'Engeli. Très bien. Une fierté pour l'UDPS, le parti au pouvoir, mais on s'inquiète qu'il y a un tout petit peu des accords au sein de ce parti où récemment nous avions suivi des agitations entre cadres du parti, également entre militants. Qu'est-ce qui s'est passé réellement aujourd'hui? Il n'y a pas un problème, il n'y a pas une difficulté. Vous savez, la gestion des ressources humaines, c'est la gestion la plus difficile. Chaque personne a sa façon de voir les choses, d'appréhender les choses. Et moi, je me dis souvent, il ne faut pas que nous puissions nager à contre-courant par rapport à notre idéologie. Il ne faut pas que je sois là pour que je puisse être très content, même s'il y a une autre personne qui a été nommée. Le plus important, c'est de soutenir la personne, de dire, écoutez, je pense que demain, je peux aussi me retrouver. L'IDPS a fait son travail. Aujourd'hui, nous avons des mandataires, nous avons des bourgmestres, nous avons des ministres. Il n'y avait pas eu un test comme le secrétaire général Augustin Kabouya l'a toujours dit. Et donc, c'est par rapport au profil des uns et des autres. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas nommés déméritent ou soit ne sont pas intelligents, n'ont pas les profils.
moi-même qui vous parle, je ne suis pas nommé, mais je continue bien entendu à défendre mon parti politique, à défendre le président de la République, à défendre mon pays, c'est le plus important. Je peux servir mon pays à tous les niveaux, partout où je suis, mais je sais que demain ou après-demain, je serai nommé. C'est une question de temps, une question de conviction. On ne sert pas dans un parti politique tout simplement parce que l'on a besoin d'être nommé quelque part. Le plus important, c'est de voir d'abord les pays, c'est de voir d'abord la survie ou le service, si vous voulez, de son parti politique et de ce qu'on est en train de faire, quelle partition que vous apportez dans votre parti politique. C'est le plus important. Est-ce qu'Augustin Kabouya a-t-il paralysé le parti politique selon les accusations? Ce sont des fausses accusations que nous rejetons en bloc. Aujourd'hui où nous parlons, je pense que parmi les meilleurs gestionnaires de l'IDPS que l'IDPS a connu, eh ben, c'est Augustin Kabouya. Augustin Kabouya arrive à la tête de l'IDPS après le départ de M. Jean-Marc Kabound ou l'exclusion de M. Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui où nous parlons, nous avions acheté au moins 6 permanences dans 6 provinces. Aujourd'hui où nous parlons, Augustin Kabouya n'a pas fait. C'est que Kabound n'a pas fait. Aujourd'hui nous parlons, Kabouya est en train, bien entendu, de réunifier les partis, de réconcilier les militantes et militants du parti pour que nous puissions avoir les mêmes langages. Moi-même, j'étais avec lui à Kisangani, j'ai parlé avec vous pendant que j'étais à Kisangani avec M. Augustin Kabouya. C'est là, bien entendu, pour redynamiser les partis. Nous sommes rentrés de Kisangani, nous sommes partis à Lubumbashi pour redynamiser les partis. Bien avant cela, nous étions dans les Bas-Congo, dans les espaces Grand Kasaï, et là, nous préparons déjà pour que nous puissions nous rendre, bien entendu, à l'Équateur. Je pense que M. le secrétaire général Augustin Kabouya est cet homme qui est en train de relancer les partis, de redynamiser les partis parce que notre focus, c'est d'aller aux élections et rafler la mise en 2023. Alors, M. Félix, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'UDPS aujourd'hui qui est un parti présidentiel au regard du tableau que vous venez de peindre? Je pense que Mme Tania, ce que nous pouvons retenir de l'IDPS, c'est un parti politique de gauche. Nous prenons la social-démocratie. Ce que nous pouvons retenir de l'IDPS, c'est un parti politique qui a toujours milité, bien entendu, pour la cause noble, non seulement des militantes et militants de l'IDPS, mais plutôt du peuple congolais. Raison pour laquelle, dans notre slogan, nous disons « le peuple d'abord ». Ce que vous pouvez retenir de l'IDPS, c'est ce parti-là qui est toujours du côté de la population, qui fait en sorte que nous puissions, bien entendu, aller de l'avant. Nous sommes en train de plaider pour que nous puissions en finir avec l'insécurité qui sévit à l'est du pays. Vous aviez suivi vous-même le secrétaire général Augustin Kabouya lorsqu'il a pris parole, bien entendu, à ses congrès de socialistes. Il a dit, aujourd'hui, mon pays est agressé. Nous sommes victimes d'une agression du Rwanda. Et donc, je pense que aujourd'hui, nous parlons, nous sommes ces partis politiques qui est en train de faire en sorte que notre pays puisse aller de l'avant, que nous puissions toujours donner les meilleurs de nous-mêmes. Et surtout, vous savez, nous avions prôné la non-violence. Nous continuons à prôner encore la non-violence. C'est ça l'IDPS, les peuples d'abord et les peuples seuls. Est-ce qu'il s'est tramé quelque chose au sein de ce parti? Parce que nous avons quand même assisté d'abord au déchoir de du CG, de l'UDPS, par monsieur Wakwenda, en fait, le président du CDP. Et c'est maintenant à son tour de se voir démis de ses fonctions. Et d'abord, c'était une vaste blague, comme on dit. M. Wakwenda n'a pas qualité, bien entendu, pour exclure le secrétaire général ou déchoir le secrétaire général Augustin Kabouya. Vous savez, lui-même a été déchu, M. Wakwenda, le 15 mars 2022, par ses pairs, pour dire qu'ils usurpaient les pouvoirs, ils ne savaient pas quoi faire. Et il y a aussi une organisation, bien entendu, au sein de l'IDPS, je crois l'article 25 du statut de l'IDPS, pile que la présidence du parti, c'est-à-dire Augustin Kabouya, fait partie aussi de la CDP, donc la Convention des démocrates du parti. Et donc, pour prendre une décision de ce genre-là, il faut qu'il y ait tous les organes, la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, toutes les structures du parti, pour que vous puissiez arriver à prendre cette décision-là. Et aussi, dans l'article 25, dit, il faut assez qu'il y ait, bien entendu, les mandataires du parti, les députés du parti, les ministres du parti, tous ces gens-là doivent assister à cette décision. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et puis, le siège de la CDP, c'est à la permanence du parti, ce n'est pas chez lui à la maison. Raison pour laquelle il a été déchu de ses fonctions, lui, M. Wakwenda, et j'ai même appris qu'il a été exclu. Nous croyons qu'il a juste
tenter en agir contre-courant par rapport au statut de l'UDPS. Et lorsque vous violez le statut de l'UDPS, il s'agit de la haute trahison. Augustin Kabouya, c'est lui qui est le secrétaire général de l'UDPS, qui gère les partis au quotidien, et c'est lui qui engage les partis. C'est bien lui qui est là. Très bien, merci beaucoup. Alors, d'une part, trouble au sein de l'UDPS, M. Félix Kayembe dit qu'il s'agit de fausses accusations contre le secrétaire général du parti. D'ailleurs, lui qui gère très très bien le parti, il fait plus que les autres qui étaient auparavant. Ça, c'est d'une part. Et d'une autre part, c'est l'UNC qui reste ferme à l'accord de Cash. Tout ça à la veille, bien sûr, des élections de 2023. Est-ce que l'UDPS sera prête à accompagner l'UNC pour les élections de 2023? Monsieur Félix Kayembe, cette question, à vous de répondre. Vous êtes cadre du parti politique UDPS. Nous ne serons jamais prêts pour accompagner l'UNC. Ça, il faut rejeter en bloc. Je pense que ça sera de la haute trahison, bien entendu, si nous accompagnons l'INC demain. Il faut d'abord que nous puissions parler de l'histoire de cet accord Cash. Est-ce que vous savez qu'il était dit, lorsque l'INC accompagne Tshisekedi passe président de la République, et c'est Kamere qui devait être Premier ministre. Voilà. Nous sommes allés aux élections, bien entendu, nous avions gagné les élections présidentielles, mais on n'avait pas eu la majorité parlementaire. C'est que pour dire, l'article 78 de la Constitution qui consacre, bien entendu, le Premier ministre est ici de la majorité parlementaire, n'avait plus son sens, parce que nous n'avions pas la majorité parlementaire. Donc cet accord n'a plus sa substance, ça a perdu sa substance. Mais dans sa façon de faire les choses, le président de la République a dit, j'ai gagné les élections, mais il y a eu quand même un partenaire qui était avec moi. Il a fait de lui directeur des cabinets de la présidence de la République. Nous connaissons la suite. Et donc, moi je me dis, cet accord n'a plus son sens. C'est à l'INC de soutenir Tshisekedi en 2023. Si jamais nous gagnons les élections, parce que nous allons encore gagner les élections haut la main, eh bien, avec la majorité parlementaire, nous pouvons voir comment est-ce qu'on peut peut-être revenir à cet accord. Mais cet accord n'a plus son sens d'être. Ça a déjà perdu sa substance, parce que c'était une question de 2018. Et puisqu'on n'a pas eu la majorité parlementaire, Kamere n'a jamais été Premier ministre. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons accepter de soutenir M. Kamere. Et aussi, il faut dire, le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une fois. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que Tshisekedi doit soutenir Kamere. Comment, par quel mécanisme et dans quel système politique où ça se passe comme ça? Alors, vous voulez nous dire ici que l'UDPS ne peut pas soutenir l'UNC simplement parce que l'accord n'a pas de substance, par le simple fait que Kamere n'était pas Premier ministre, parce que le Cash n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Tout à fait, on n'a pas eu la majorité parlementaire, ce qui pouvait faire de M. Kamere Premier ministre. Et que nous puissions, bien entendu, et d'ailleurs, moi je pense qu'à un certain moment, il faut que nous puissions dire la vérité. M. Kamere, lorsqu'il était encore en prison, il a dit à ses militants que nous devons soutenir le chef de l'État jusqu'en 2023. Pourquoi aujourd'hui c'est rebiffé? Est-ce la volonté du peuple congolais? Je dis non. Parce qu'aujourd'hui, entre Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. Le peuple congolais ne veut pas lâcher Tshisekedi. Tshisekedi ne veut pas lâcher le peuple congolais, c'est que pour dire, nous allons aller avec Tshisekedi en 2023. Est-ce que l'UNC n'a-t-elle pas le droit de réclamer cet accord? L'UNC ne doit pas réclamer cet accord parce que cet accord n'existe plus. Moi, je pense que le plus important aujourd'hui, l'UNC doit se contenter, bien entendu, de ses conseillers, de ses ministres qui sont aux affaires. C'est le plus important. Et si Tshisekedi n'était pas un démocrate, il pouvait peut-être refuser de faire des Kamere son directeur de cabinet. Lorsqu'il a fait des Kamere son directeur de cabinet, c'est tout simplement pour dire nous avions milité avec lui. Mais ce que l'on s'était dit dans cet accord de Nairobi, eh bien, ça n'avait pas réussi 50 sur 50, ni 100 sur 100. Alors, peut-on croire à l'hypothèse selon laquelle l'UDPS ne respecte pas ces accords? Loin de là, madame, je pense que nous ne pouvons pas nous dire aujourd'hui que nous ne respectons pas les accords. Nous sommes de ceux-là qui respectent les accords. Vous savez, peut-être les gens nous comprennent mal. Non, la Mouka, oui, vous savez, lorsque nous sommes partis à Genève, qui devait porter les flambeaux ou soit les drapeaux de l'opposition, c'était monsieur
Félix Tshisekedi. Mais il s'est fait qu'il y a eu, bien entendu, une aventure de mauvais goût de l'autre côté, et les peuples congolais avaient refusé, et la loi suprême qui est le peuple, eh bien, Tshisekedi était obligé de revenir à la raison. Et il y a eu l'accord FCC Cash qui n'a pas abouti non plus. Il y a eu l'accord FCC Cash, mais vous savez que FCC Cash, c'était un mariage contre nature. Pourquoi? Parce que nous étions pour les peuples congolais, les FCC étaient contre les peuples congolais. Et nous qui sommes proches de la population congolaise, nous qui sommes les produits finis de la population congolaise, on ne pouvait jamais accepter de nager à contre-courant par rapport, bien entendu, aux intérêts de la population. Voilà pourquoi est-ce que nous nous sommes dit non. Et aujourd'hui, ce sont des accords de cash qui sont mis comme ça, alors que ça devrait également être respecté. Parce que le simple fait qu'il n'y ait pas eu des majorités parlementaires pour le cash, est-ce cela qui met directement fin aux accords? Ça n'a pas mis fin à l'accord de cash. Mais plutôt, cet accord existe jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est de dire que l'UDPS doit soutenir l'INC. Ça, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui où nous parlons, le président de la République est celui qui a été élu par les peuples congolais. Et vous connaissez vous-même, la Constitution dit le mandat du chef de l'État est de 5 ans, une seule fois renouvelable. Ce n'est pas aujourd'hui que nous pouvons accepter, nous, de soutenir l'INC. On doit soutenir l'INC. Pourquoi? Parce que cet accord a déjà perdu sa substance, madame. On avait dit, président de la République Tshisekedi, et Premier ministre, M. Vital Kamerhe, mais aujourd'hui nous parlons, M. Kamerhe n'était pas Premier ministre ou n'est pas Premier ministre par la simple raison, on n'avait pas eu la majorité parlementaire. Puisque cet accord est en train de perdre sa substance, comme vous venez de le dire tout à l'heure, alors nous pouvons envisager une séparation entre le président Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Il n'y a pas une séparation. Il n'y a pas une séparation. Pourquoi? Parce que il n'y a pas bon, je ne sais pas ce qui doit arriver demain. Je ne suis pas un Dieu pour deviner ce qui sera demain ou prophétiser. Ce que je sais est que aujourd'hui où nous parlons, il y a les conseillers de l'INC à la présidence de la République, il y a les ministres de l'INC au gouvernement, il y a les DG de l'INC dans des portefeuilles. C'est que pour dire que cet accord existe, ça ne doit pas exister seulement au niveau de la présidence de la République, madame. Alors, l'UDPS se voit remporter également, encore une fois, les élections sans l'accompagnement de l'UNC. Écoutez, vous ne pouvez pas parler de ça parce que l'UDPS, d'abord, c'est la symbolique de la population congolaise. Et nous, nous sommes prêts pour aller aux élections et nous allons remporter les élections avec ou sans l'UNC. Ça, il faut le dire. Avec ou sans l'UNC, nous allons gagner les élections. Parce qu'il faut dire que, de par les bilans de Félix Tshisekedi, aujourd'hui, au sommet de l'État, le peuple congolais est avec Tshisekedi. De par les actions de Tshisekedi au sommet de l'État, le peuple congolais est avec Tshisekedi. C'est pour cela que je vous dis, entre Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. Nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, limiter la victoire de Tshisekedi, tout simplement parce que l'UNC ne sera pas avec nous. D'ailleurs, ils ne sont pas encore prêts ou prêts pour dire qu'ils ne seront pas avec Tshisekedi. Alors très bien, alors monsieur Félix Kayembe, c'est vrai, l'UDPS pourrait gagner les élections avec ou sans l'INC, mais vous êtes sans ignorer que Papa Etienne Tshisekedi n'avait pas pu gagner les élections selon la publication du résultat en 2011 par la CENI, simplement parce qu'elle était allée seule aux élections. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, sans l'INC, et au regard justement de l'apport de Vital Kamerhe, aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chose que vous n'allez pas ici dénigrer, est-ce que vous pensez que l'UDPS seul pourrait aller remporter ces élections? Et je tiens d'abord à rectifier une chose. Etienne Tshisekedi avait gagné les élections. Là, c'est vous qui le dites, et non la CENI. Etienne Tshisekedi avait gagné les élections. On nous avait imposé M. Kabila par M. Ngoyi Mulunda. Et Tshisekedi, étant un grand démocrate, il a dit « Je laisse faire » pour l'intérêt, bien entendu, de la population congolaise. Que ce soit à l'international, que ce soit ici, au pays, l'on sait que Tshisekedi avait gagné les élections. Ça, on ne peut pas mettre de côté. Moi, je me dis, l'UDPS, d'abord, c'est un grand parti politique. Ça, il faut le reconnaître. Nous avions milité dans l'opposition pendant 37 ans. Tshisekedi... Félix a commencé la politique depuis l'aube des temps. Et donc, avec ou sans l'INC, nous allons gagner les élections. Mais aussi, il faut dire, l'INC n'est pas incarné par un individu. Il y a des militantes et militants de l'INC
Il y a des gens qui croient à l'UNC parce qu'ils sont avec l'UDPS. Mais une fois dit, je suis pris avec l'UDPS, je crois que ces gens-là basculeront du côté de l'UDPS. Alors, M. Félix Kayembe, est-ce que l'UDPS aujourd'hui sera ouverte à revoir ensemble cet accord cash avec l'UNC? Ce n'est pas à la page, ce n'est pas au rendez-vous. Comment est-ce que nous allons revoir? Parce que les donnes ont déjà changé dès la publication des élections de 2018. C'est que pour dire ce qui a été fait est fait, aujourd'hui, c'est à d'autres partis politiques, comme Modeste Bahati avec son parti politique, l'AFDC, comme Steve Mikaï, comme tant d'autres partis politiques, comme le MLC de Jean-Pierre Mbemba, qui n'est pas négligé. Comme d'autres partis politiques de l'Union Sacrée qui ont déclaré leur soutien indéfectible à la candidature de Félix Tshisekedi. Et tant d'autres partis politiques sont en train de venir. Et donc moi je me dis, nous ne pouvons pas limiter bien entendu notre choix d'aller aux élections, tout simplement parce que l'UNC est en train de nager à contre-courant. Nous ne pouvons pas dire. Et cela n'est pas au rendez-vous, ni à la page pour que nous puissions en discuter. Très bien, merci beaucoup, madame. Ce qui nous importe plus, c'est la candidature de Tshisekedi à sa propre succession. C'est ce qui est plus important pour nous. Vous pensez qu'il va gagner, il va remporter les élections? Il va remporter les élections haut la main. On aura la majorité parlementaire. Et Tshisekedi aura appliqué sa vision encore davantage. Parce que celui-ci a fait montre de quoi il est capable et de quel côté son cœur bat, du côté peuple congolais. Haut la main, Félix Tshisekedi va gagner les élections. Avec quel bilan, monsieur Félix Kayembe? Avec quel bilan? D'abord, vous-même, vous êtes le premier bilan de Tshisekedi. Parce que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, on n'a jamais fermé un média. Vous savez, sous Kabila, combien de médias qu'on fermait, combien de journalistes qu'on maltraitait. Mais il y a quelques journalistes qui sont arrêtés. Mais lorsque tu traverses la ligne rouge, je ne sais pas, tu as des problèmes avec un individu, on va t'arrêter. Ce n'est pas pour autant que tu n'es plus journaliste. Deuxième chose, l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement des bases. Les enfants étudient gratuitement. Très bien. Aujourd'hui, où nous parlons, il y a la liberté d'expression des manifestations. Aujourd'hui, où nous parlons... liberté de manifestation. Aujourd'hui... Les CID vont vous dire qu'ils n'ont pas marché, justement, pour soutenir le... Non, il ne faut pas dire les contre-vérités. Le problème est que les CID n'a plus le peuple congolais. Il n'y a pas eu les gens qui sont allés... Il n'y a pas eu... Moi, j'ai suivi Nouvel Élan qui a manifesté dernièrement. J'ai suivi notre parti politique. De l'ICD, justement. Par le gouverneur de la ville. Écoutez, moi je me suis toujours dit, il ne faut pas que nous puissions nous accrocher à certaines choses qui ne tiennent pas debout. Très bien. À l'IDPS, lorsqu'on nous interdisait des marches, nous bavons l'interdiction. Non mais c'est et il y avait un grand monde de gens et des villes mortes. C'est que pour dire, messieurs Fayoulou, le député national de la circonscription de Lukunga, est impopulaire. Très bien. Et son impopularité fait en sorte que les gens ne puissent plus le suivre. Et donc je disais, nous avons un bilan présenté. Vous avez ici cité la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, liberté d'expression. Aujourd'hui, nous avons les Kuluna Kontiwis qui sont à Kanyamaka, c'est insérés dans la société. Nous avons des routes qui sont en train d'être construites. Nous avons des écoles. Nous avons aujourd'hui un budget au moins à l'ordre de 14,6 milliards. Nous avons aujourd'hui les prix des billets d'avion baissés, divisés par 2. Nous avons aujourd'hui, Kanyamaka s'est relancé. Nous avons aujourd'hui une usine de raffinage d'or à Bukavu. Et donc une autre usine à Lubumbashi qu'on doit commencer bien entendu à raffiner notre cobalt. Et donc l'armée qui est en train d'être reconstruite. Nous avons aujourd'hui dans des camps militaires des écoles construites, des hôpitaux construits. Nous avons aujourd'hui, bien entendu, le retour du pays dans les concerts des nations. Nous avons aujourd'hui... Avec la diplomatie du président Tshisekedi. Avec la diplomatie agissante dont toi-même tu es fanatique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des retours dans les concerts des nations. Et donc, je dis... Je suis fan de la diplomatie. Tout à fait, parce que notre pays est parlé aujourd'hui dans les concerts des nations. Et donc, je dis, Tshisekedi, c'est une solution pour la République du Congo. Très bien. Madame Tania, si vous avez une question avant de passer dans le vif du sujet, très bien, merci beaucoup. Alors, madame, messieurs, vous êtes sur Semel 13 Télévision, votre magazine, Semel Show, vous, de tout le temps, de tout le jour. Nous avons reçu pour vous
Monsieur Félix Kayembe, il est cadre du parti politique UDPS, le parti au pouvoir, et aussi communicateur de l'Union Sacrée. Alors, Monsieur Félix Kayembe, parce que vous avez dit ici que le chef de l'État, en tout cas dans son bilan, il y a la construction de routes, et également, nous allons ici évoquer le processus électoral avec le déploiement de matériel, les infrastructures routières, en tout cas, qui, ces derniers temps, souffrent dans certaines provinces. Et je vais rapidement vous révéler ici, vous donner un exemple. Lorsque le chef de l'État était en déplacement au Kasaï, nous avions vu comment est-ce que le militaire se battait pour faire passer le véhicule du chef de l'État parce qu'il n'y avait pas de route dans ce coin. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'enrôlement des électeurs qui déjà commence au mois de décembre, la CENI sera capable de déployer le matériel même à l'intérieur de provinces pour que cela se fasse dans le respect justement de l'art? Je pense que pour le problème des infrastructures, nous sommes en train de travailler parce que si vous arrivez même dans l'espace Grand Kasaï, vous allez trouver qu'il y a maintenant des routes qui sont faites. Moi-même, j'ai ma base en Moyenne-Ditou, je me rends de temps en temps, je pars en Boujimaï, je vois des routes. Je pars à Kananga, je vois des routes. Aujourd'hui, on me parle même à Moyenne-Ditou, il y a des routes qui ont commencé à être construites. La route dont vous faites allusion, oui, le chef de l'État en avait parlé, ça se trouve encore dans les programmes de Tchilé-Gelou. Je pense que cette route-là doit bientôt être construite. C'est une route qui date de longtemps, même Joseph Kabila est passé par là, malheureusement il n'avait pas terminé. Allez dans les Lolaba, allez dans les à Lubumbashi, allez partout ailleurs, vous allez trouver qu'il y a des routes qui sont en train d'être construites. Je ne sais pas si tu étais né à Mama Yemo ou à Ngaliema. Si tu pars aujourd'hui à Mama Yemo, il y a un bâtiment de 4 niveaux qu'on est en train de construire, avec des locaux là-bas. C'est que pour dire, il y a un travail qui est en train d'être fait de ce côté-là. À Mouchimaï, à l'école où le président de la République a étudié, il y a 3 écoles modernes qu'on a construites là-bas, et des hôpitaux. Avec le projet des 145 territoires, qui doit commencer à la base. Aujourd'hui, ces travaux ont déjà commencé, et donc de ce côté-là, ne vous en faites pas. Alors, par rapport à l'enrôlement, je pense que il y a déjà des mesures qui sont prises pour que les électeurs puissent s'enrôler sans problème. On doit déployer le matériel partout. Nous avons les moyens. On doit utiliser les véhicules des militaires. Nous allons utiliser même les avions. Parce qu'aujourd'hui, moi j'étais avec le président Denis Kadima lorsqu'il a appelé les politiques pour que nous puissions sensibiliser les gens. Justement. Il a dit, au lieu que l'on puisse affecter, bien entendu, le matériel par la voie maritime, mais cette fois-ci, ça sera par la voie aérienne. C'est que pour dire, on doit gagner le temps. Et donc, je pense que ça doit beaucoup nous coûter, bien que nous sommes en train de financer les élections nous-mêmes, mais le plus important ici, c'est la bonne volonté pour que nous puissions desservir tout le monde. Et donc, les gens vont s'enrôler sans problème. On doit faire arriver les matériels partout, dans tous les coins et recoins de la République du Congo, sans problème, et les gens vont s'enrôler. De ce côté-là, il ne faut pas vous inquiéter. La voie aérienne, est-ce que M. Félix Kayembe, vous pensez que la RDC a-t-elle des avions qui peuvent permettre à ce que les déploiements se fassent le plus rapidement que possible? Moi, je pense que le plus important ici, nous avons quelques avions, mais on a parlé que l'on doit affréter, c'est que pour dire, il y aura des avions d'autres pays où nous allons affréter. Mais écoutez, il y a aussi certains partenaires qui peuvent dire, écoutez, pour cette fois-ci, nous pouvons juste vous aider à transporter les matériels. Donc, ça ne pose pas de problème pour que nous puissions transporter les matériels. Le plus important, c'est la bonne volonté qui est pour que nous puissions aller de l'avant. Très bien. Alors, M. Félix Kayembe, c'est vrai, une première fois, on a vu ça. En tout cas, il faut le reconnaître que cette fois-ci, la diaspora va s'enrôler et la diaspora va voter pour une première fois. Mais M. Félix Kayembe, est-ce que vous pensez comment ça pourrait se faire cette fois-ci? Parce qu'on a sélectionné quelques pays. Je prends le cas en Afrique ici, on n'a que l'Afrique du Sud, alors que nous reconnaissons bien que le Congo-Brazza ainsi que l'Angola, il y a autant de Congolais qui vivent là. Pourquoi est-ce que les deux pays n'ont pas été répertoriés pour l'enrôlement des électeurs? Non, écoutez, ici d'abord il faut dire que Congo-Brazzaville n'est pas un grand pays, ça a minimisé Congo-Brazzaville. Mais quand vous prenez l'Afrique du Sud, vous sentez que c'est un grand pays et puis il y a un grand monde, bien entendu, de la diaspora congolaise, dans nos compatriotes qui vivent là-bas. Et puis, au-delà de tout, c'est la première expérience que nous sommes en train de tenter. Très bien. Et nous avons la Belgique, nous avons la France, nous avons les États-Unis, nous avons le Canada et l'Afrique du Sud. Et donc, ce sont des grands pays où il y a une forte population de la diaspora congolaise. Et donc, nous disons, ce sont peut-être des mesures salvatrices qu'on a prises pour voir comment ça va donner. Mais avec l'expérience, encore 2028,
peut-être que l'on pourra, bien entendu, intéresser d'autres pays où nos compatriotes vivent. Mais il faut saluer cela. Vous me parlez seulement des pays où nos compatriotes vont aussi participer au vote à l'étranger, mais parlez-moi aussi, bien entendu, de cette innovation où les bourgmestres seront votés par la population, où les conseillers communaux seront votés par la population. Et donc, vous voyez déjà qu'il y a une innovation dans ce sens-là qu'il faut, bien entendu, encourager. Alors, M. Félix Kayembe, avec le temps, 3 mois seulement, près de 90 jours pour l'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo ainsi qu'à la diaspora, est-ce que vous pensez que l'étang sera suffisant? L'état sera suffisant, l'état sera suffisant, mais le plus important ici, ce n'est pas l'état, mais plutôt, c'est nous qui sommes acteurs politiques. Qu'est-ce que nous en faisons de la sensibilisation? Est-ce que c'est le temps encore de commencer à contester? Est-ce que c'est le temps de nager à contre-courant? Ou soit nous pouvons maintenant jouer le rôle qui est le nôtre, celui de sensibiliser nos militantes et militants, nos combattantes et combattants, et la population congolaise pour dire, écoutez, bientôt nous allons aller s'enrôler. Il faut que tout le monde puisse s'enrôler pour que nous puissions avoir le temps d'aller aux élections. C'est le plus important parce que si les politiques ne font pas le travail de sensibilisation, de pousser les gens pour aller s'enrôler, ça va poser problème. 3 mois, c'est beaucoup. Alors, vous avez échangé ici avec le président Denis Kadima qui vous a expliqué beaucoup de questions, mais Monsieur Félix Kayembe, il y a une question qui me vient en tête. L'enrôlement, c'est pour 3 mois. Ça commence au mois de décembre. C'est vrai, en RDC, ce sont plus les écoles qui sont utilisées comme de centre pour l'enrôlement des électeurs. C'est vrai, au mois de décembre, les élèves seront en vacances. Le mois de janvier, février, mars, comment ça va se passer avec les élèves dans des salles de classe? Comment ça va se passer? Oui, c'est une bonne question. Je pense que Denis Kadima lui-même a parlé que les 2 semaines là des vacances de Noël, de bonne année, on doit en capitaliser. Mais au-delà des écoles, il y a aussi, bien entendu, les églises. Vous savez, lorsque les églises catholiques, ce sont de grandes concessions ou de grands bâtiments, lorsqu'on vous les cède, vous allez dans d'autres églises, des réveils musulmans et autres, et donc on doit faire ça sans problème. Est-ce que vous pensez que l'église catholique pourrait céder ces concessions pour l'enrôlement des électeurs? Mais l'église catholique aussi fait partie, bien entendu, des électeurs. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Félix Kayembe, vous pensez que le probable manque d'accompagnement de la MONUSCO sur le déploiement et l'acheminement de matériel électoral pourrait négativement déranger le processus électoral? Nullement, Madame Tanya, ça ne doit pas déranger parce que je pense que la MONUSCO doit partir en 2024. Ça, c'est vrai. Mais le temps qu'ils soient encore avec nous ici, il y a un moyen qu'ils puissent nous accompagner pour le déploiement des matériels. Mais au-delà de tout, il y a toujours d'autres mécanismes qu'on a déjà mis en place pour que cela ne puisse pas souffrir des déploiements des matériels. MONUSCO, oui. Mais aussi, je l'ai dit, il y a d'autres partenaires. Vous savez, les pays ne vivent pas en vase clos. Nous avons d'autres pays qui peuvent dire, écoutez, nous pouvons vous envoyer nos avions qui peuvent vous aider. Donc, ça ne pose pas de problème de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Alors, Nouvel Élan d'Adolphe Muzito juge le calendrier de la CENI d'irréalisable. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Lorsque vous regardez le calendrier électoral, vous-même, vous sentez que c'est la touche, bien entendu, d'un expert. Et vous ne pouvez pas ici dire que ce calendrier est irréalisable parce que moi-même, j'étais avec Denis Kadima. Tous les gens disent que, en tout cas, c'est un expert qui a fait un bon travail. Vous savez, on pouvait mettre la journée de dimanche pour aller aux élections. On pouvait mettre la journée du samedi. Sinon, les gens allaient crier, comme on dit, au glissement. Mais il a bien voulu que nous puissions mettre cela un certain mercredi. Ça sera un jour ouvrable. Un jour ouvrable, oui. L'opposition également s'inquiète. Pourquoi est-ce que c'est un jour ouvrable? Mais l'opposition doit être contente. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Si nous mettons, pas nous, si la CENI avait mis la journée de dimanche ou samedi, on vous parlerait de glissement. Vous savez, il y a même de ces gens qui vous disent que pas une minute qu'on doit accorder à Tshisekedi. Pas un jour. Bon, c'est comme l'UDPS avait dit, on ne va pas accorder à Kabila 1 minute. Mais nous l'avions dit parce que M. Kabila, avec sa famille politique, avait glissé. Nous l'avions dit avec raison. Mais nous ne sommes pas dans la logique de glisser. Et donc, Mme Tanya, j'ai dit,
nouvel élan doit se préparer pour aller aux élections. Ce calendrier est réaliste. Et donc, tout le monde qui a besoin d'aller aux élections doit soutenir le calendrier. Le plus important, ce n'est pas de s'opposer au calendrier, mais plutôt c'est de redynamiser son parti politique. Alors, parce que ce n'est pas le calendrier de toute façon qui doit aller voter, hein, madame. Très bien. Cependant, en vol, lui, il parle d'un non-calendrier. Pourquoi? Parce que d'un calendrier incohérent, du fait que dans des années... En vol, c'est quoi encore? Le parti politique de l'honorable Délice Sanga. Délice Sanga, c'est qui? Vous le connaissez très bien. Alors, c'est un député national. Ah, ok. Sur l'aspect 100 jours, cette fois-ci, le délai de l'enrôlement est de 100 jours avec 50 millions d'électeurs. Alors que autrefois on avait 120 jours avec 45 millions d'électeurs. Et la question c'est qu'avec 50 millions, est-ce que les 100 jours seront suffisants? Voilà pourquoi il parle d'un calendrier incohérent. Les 100 jours seront suffisants si Délice Sanga descendait chez lui à Luisa, allait mobiliser sa population qui ne doit pas même les voter. Donc, il doit faire... Mais là, le problème, c'est pas forcément Délice Sanga. On est en train de réfléchir sur le délai parce que eux, ils ont juste expliqué le contenu, le contour avec le 100 jours cette fois-ci, alors que autrefois, il y avait 120 jours avec 45 millions ou maintenant cette année parce que on a affaire à 50 millions, le délai est réduit. Voilà d'où se situe l'inquiétude de monsieur Félix. Si avec 45 millions, avec 100 jours, aujourd'hui, il y a 120 jours. Aujourd'hui, il y a 50 millions. C'est pour dire, il y a juste une différence de combien? De 5 millions. Ok? Oui. 5 millions. Oui. Donc, c'est que quand vous faites une bonne arithmétique, madame, 5 millions, ce n'est pas beaucoup. Par rapport au nombre de liés où les gens vont aller s'enrôler. Ça, Délice Sanga n'a pas réfléchi. Moi, je pense qu'on pouvait avoir 120 jours avec 45 millions, avec moins de places d'enrôlement. Maintenant que vous avez beaucoup de places d'enrôlement, avec 50 millions, toutes choses restantes égales par ailleurs, on aura mieux à utiliser ces temps-là. Alors, comment l'enrôlement de la diaspora sera-t-il pratique? Ah oui, je pense que ça sera bien entendu avec l'organisation de la CENI. Parce que ça ne doit pas se passer dans les ambassades. Parce que si ça s'est passé dans les ambassades, on va dire que peut-être on veut gonfler les nombres et tout. Il y aura les endroits neutres, impartials, où la CENI aura bien entendu à envoyer, permettez-moi la tautologie, ses envoyés. Et ces gens-là vont aller encadrer l'enrôlement de la diaspora de l'autre côté. Ça doit se passer sans problème. Nous ne sommes pas les seuls pays africains qui doivent tenter cette expérience. Il y a d'autres pays africains qui ont déjà tenté cette expérience. Je vois Gabon, je vois chez Ouattara là-bas, c'est quoi encore? Côte d'Ivoire. Voilà. Ce sont des pays qui ont déjà tenté cette expérience, ça s'est passé sans problème. Et donc nous allons aussi tenter cette expérience, ça doit se passer sans problème. C'est question seulement d'encadrer nos compatriotes qui vont s'enrôler là-bas. Ils ont toujours parlé, ils ont toujours milité pour le développement de ces pays, ou soit il y a ceux-là qui sont dans l'opposition. C'est le moment de s'enrôler et puis d'exprimer leur choix. Et vous êtes également d'accord sur le recours au smartphone pour l'identification des électeurs? Je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, mais je pense que lorsque ce sont les experts eux-mêmes qui sont en train de pousser cet argument, ou soit de vouloir que nous puissions utiliser cette technologie, eh bien, si ça va nous en servir davantage, c'est mieux. Est-ce qu'il y a-t-il pas crainte par le simple fait que l'enrôlement avec le smartphone, on ne sait pas qui fera quoi pour s'enrôler? Est-ce qu'il y aura-t-il des infiltrés qui pourront s'enrôler justement parce que chacun avec son smartphone pourrait faire ce qu'il veut? Est-ce qu'il y a-t-il pas crainte dedans? Écoutez, vous êtes politique, c'est sans les avis, les analyses justement des experts, mais vous êtes politique, réfléchissez. Vous n'allez pas vous enrôler comme ça. Lorsqu'on dit l'enrôlement, pas ces appareils, donc c'est comme si on ouvrait le champ d'application à tout le monde entier. J'ai dit non. En fait, il y a l'identité qui doit être déclinée là-bas. Oui. Il y a les origines. On doit vérifier. Et donc, je pense que ça ne doit pas poser problème. Il y aura bien entendu une sécurisation des électeurs et aussi des identités et une vérification pour savoir celui qui s'enrôle, c'est qui, parce que vous ne pouvez pas quand même enrôler tout le monde. Et aussi la photo et les liés. Donc, il y a toute une mesure d'encadrement, ça ne posera pas un problème. Ce que moi, je vais demander
à nos compatriotes de l'opposition, de la majorité, de la société civile, c'est de faire un travail de titan, celui, bien entendu, de mobiliser les gens pour que nous puissions arriver à nous enrôler sans problème. C'est le plus important. Très bien, mais Denis Kadima a évoqué certaines contraintes. Nous voulons ici évoquer le contrainte d'ordre sécuritaire. Justement, est-ce que vous pensez que ce problème pourrait influencer le bon déroulement des élections? Et je ne pense pas, parce que moi-même j'étais dans cette réunion, cette rencontre. Il y a eu une députée nationale de l'Est qui a posé ce problème-là, ou cette question si vous voulez. Et écoutez, le gouvernement fait son travail. La CENI fait son travail. La CENI, c'est pour nous organiser les élections. Le gouvernement, c'est pour donner des moyens, protéger et sécuriser les peuples congolais et mettre fin à la guerre à l'est du pays. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, je pense que cette question-là sera réglée. D'un côté, nous sommes en train de chercher l'argent pour que nous puissions financer les élections. On est en train de financer les élections. Déjà, nous sommes au-delà des 400 millions. Et de l'autre côté, nous sommes en train... La RDC ne va pas recourir à d'autres partenaires. On ne doit pas recourir à d'autres partenaires. On ne pas de Kabila. Non, on n'a pas emboîté les pas. C'est une question de la souveraineté. C'est une question nationale. Mais c'est Kabila qui avait donné quand même le go, M. Félix Kaïmé, pourquoi ne pas... Non, écoutez, si Kabila l'avait fait, nous disons bravo à M. Kabila. Et nous sommes en train de le faire parce que nous avons les moyens aujourd'hui. Ça, c'est... Kabila également avait des moyens. Bon, suivez mon regard. Très bien. Le plus important ici, c'est de faire en sorte que nous puissions mettre fin à la guerre qui se vit à l'est du pays. Le gouvernement est en train de s'y employer pour que nous puissions mettre fin. Et nos compatriotes qui sont à l'est du pays vont voter sans problème. Il n'y aura pas une contrainte. C'est comme, je l'ai dit, M. Kadima fait son travail. Et le gouvernement est en train de faire son travail. Le gouvernement est en train de faire son travail, c'est vrai, à l'Est également. Il faut aussi évoquer à Kwamout, où à un moment, ça n'allait pas très bien. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, en tout cas, pourrait, en un clin d'œil, parce qu'il ne reste pas plus d'une année pour l'organisation des élections. Ce que j'aime chez vous, Nathan, ce que j'aime chez vous est que vous aviez mieux conjugué les verbes. Ça n'allait pas. C'est que pour dire, il y a un changement aujourd'hui. Oui. Il y a une calmie aujourd'hui. Et nous tenons bien entendu... Pas total. Bon, si c'était total, maintenant pas total aujourd'hui. C'est que pour dire, il y a une avancée. Et nous tenons à dire, on doit mettre fin à cette histoire-là. On doit mettre fin à cette histoire. Pourquoi ne pas justement évoquer les assises qui avaient déjà commencé hier à Nairobi entre le gouvernement et les différents groupes rebelles, justement pour trouver la paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo, où le président Ndayishimiye a justement demandé à l'ONU d'accompagner les forces de l'EAC. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'au regard de la récente déclaration du président, enfin du secrétaire général de l'ONU qui a dit que le M23 ont des armes sophistiquées, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il faut encore tendre une main à cette ONU qui déjà du reste a montré ses limites? Je pense que Ndayishimiye ne parlait pas au nom du Congo, il parle au nom de cette organisation-là. Voilà. Ça, il faut le souligner. Parce que c'est les pouvoirs qui soutient le FRDC. Je le disais, il parle au nom de cette organisation-là. Très bien. Et le président de la République, c'est lui qui engage les pays. Et le plus important ici, c'est la motivation de notre peuple, c'est la motivation de notre armée. Nous sommes en train de fixer l'ennemi, ça il faut le dire. Et donc nous avons besoin bien entendu d'un soutien extérieur, mais nous sommes en train de plus viser sur nos militaires à nous et aussi bien entendu sur la technicité que nos militaires sont en train de faire montre sur le terrain. C'est le plus important. Les moyens qu'on donne à nos militaires, les budgets qu'on a augmentés pour notre armée, c'est le plus important. Moi je suis de ceux-là qui disent la MONUSCO a déjà démontré ses limites et donc nous ne pouvons plus faire recours à la MONUSCO. Lorsqu'elle s'est déclarée incompétente, défaillante par rapport bien entendu à la guerre de l'Est du pays, ce n'est pas un certain Ndayishimiye. Je n'ai pas dit ça. Et donc ce n'est pas quelqu'un qui doit venir nous dire que la MONUSCO puisse nous accompagner. Non, mais vous avez dit, nous disons, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous disons, la force régionale doit nous venir en aide. Et l'armée congolaise
est la mieux placée pour mettre fin à cela. La force régionale doit nous venir en aide, mais cette force régionale, par le biais de Ndayishimiye, demande à la tend une main à la MONUSCO. C'est vrai, vous avez ici dit que Ndayishimiye ne peut pas parler pour le camp de la République démocratique du Congo, mais la force régionale soutient le FARDC. Et lorsque Ndayishimiye tend la main à la MONUSCO, est-ce que c'est pas indirectement la main tendue de la République démocratique du Congo? Ce n'est pas indirectement la main tendue de la République du Congo, parce que nous-mêmes, nous avions demandé à la MONUSCO de plier ses bagages d'ici 2024. Elle s'est déclarée incompétente, impuissante. Et vous voulez aujourd'hui que nous puissions encore faire avec la MONUSCO pour qu'elle vienne encore déclarer que je suis incompétente. Nous voulons tout simplement donner les moyens nécessaires à notre armée. C'est ici l'occasion aussi d'interpeller la communauté internationale. Nous ne sommes pas sous l'embargo des armes. Nous sommes dans un régime de notification. Et donc nous respectons la procédure normale, qu'on nous libère cet avion de munitions, qu'on nous laisse libre pour que nous puissions acheter les armes. Et moi je crois, avec cette armée, que Tshisekedi est en train de construire, si vous nous laissez libres pour acheter nos armes, on n'aura même pas besoin de la force étrangère pour mettre fin à ce qui se passe à l'est du pays. Alors, vous avez dit ici, pas d'embargo d'armes, mais on nous bloque quand même de pouvoir nous en procurer de ces armes. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Est-ce que Félix Tshisekedi n'a-t-il pas bien mené sa diplomatie à ces stades-là? Parce que ce n'est pas l'embargo d'armes, mais c'est un régime d'information, de notification, mais on nous bloque quand même. Non, il y a un complot international, ça, il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui où nous parlons, quand vous regardez à l'est du pays, tout ce qui est exploité là-bas, d'une manière tout à fait illicite, en profitent aussi à certains multinationales. Et ce sont ces multinationales-là, cette communauté internationale, qui ne veut pas que nous puissions, bien entendu, avoir les armes. Mais le plus important ici est qu'il y a eu un changement de langage, bien entendu, dans les chefs même de certains Européens. Moi, j'ai suivi une députée européenne qui dit « c'est le Rwanda qui agresse les Congos. Laissez les Congos travailler. Et qu'ils aient aussi les armes. » Et qu'il y ait des sanctions envers le Rwanda. Donc moi je me dis, nous sommes en train de faire un bon travail, comme Tshisekedi lui-même l'avait dit, notre président de la République. D'un côté, nous sommes au front diplomatique, et de l'autre côté, nous sommes au front militaire, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ne mettez pas beaucoup de réserves lorsqu'il s'agit de défendre votre pays. Nous sommes en face d'une communauté internationale qui est hypocrite. Nous sommes en face d'une certaine communauté internationale qui est mou. Et nous sommes en train de faire notre travail. Mais le plus important est qu'on ne doit pas laisser aucun mètre, aucun centimètre au pays voisin. Très bien. Alors, Monsieur Félix Kayembe, une dernière question parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le Sénat, via le biais de son président, Bahati Lukwebo, a récemment demandé à ce que le gouvernement puisse décider à ce que la République démocratique du Congo puisse quitter l'organisation de la francophonie. Regard, justement, parce que vous avez évoqué l'hypocrisie de la communauté internationale, notamment l'hypocrisie de la France. Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne décision pour la République démocratique du Congo de se retirer de cette organisation de la francophonie? Je pense que nous ne sommes pas de ceux-là qui vont commencer à jouer à la politique des sièges vides, ou de la chaise vide, de l'absence. Nous pouvons être là où il y a même nos ennemis, nos adversaires, et faire changer les choses à partir de là. Vous ne pouvez pas prétendre changer les choses lorsque vous êtes en dehors du jeu. Et donc nous sommes de ceux-là qui disent, on peut être victime, mais nous acceptons d'y rester, de continuer et de changer les choses à l'intérieur. Mais si la décision est bonne pour que nous puissions nous retirer de là et que nous puissions faire passer un message, je pense que la suite maintenant c'est quoi? Les résultats que nous attendons, c'est lesquels? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Il ne faut pas quitter pour quitter. Est-ce que ça doit interpeller? Est-ce que ça doit changer? Et si ça ne doit pas changer, je pense que ça serait mieux que nous puissions y rester et travailler à l'intérieur, à l'interne si vous voulez, et arriver à changer les avis des uns et des autres. Très bien, merci beaucoup, M. Félix Kayembe. Cette émission est terminée. 1 minute pour la conclusion. Merci de nous avoir reçus, M. Nathan et Mme Tania. Je pense que cette émission doit passer et les gens vont suivre. Nous sommes de ceux-là qui disent que nous avons une armée forte, nous travaillons pour la République, que les peuples congolais puissent se préparer pour s'enrôler massivement, et que les acteurs politiques puissent mobiliser leurs militantes et militants pour les s'enrôler. Et en 2023, je sais que nous irons aux élections et Tshisekedi gagnera les élections. À l'INC,
d'oublier cet accord, bien entendu, de Nairobi, parce que nous ne sommes pas prêts pour soutenir l'INC. Les mandats du chef de l'État est de 5 ans, une fois renouvelable. Ils sont dans les institutions, ils ne sont pas chassés. Tout le monde ne doit pas rêver d'être président de la République. Tu peux gérer les pays, même tout en étant directeur des cabinets, huissier, je ne sais pas, bourgmestre. Merci beaucoup. C'est le plus important. Très bien. Mais l'IDPS ne doit pas céder à l'INC. Ça, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient comme si, lorsque l'IDPS ne parlait pas, nous sommes faibles. Non, nous sommes un grand parti politique avec une grande population et le peuple derrière nous. Tshisekedi n'est pas se représenter aux élections de 2023, ça sera de la haute trahison. Et puisqu'il ne doit pas connaître la haute trahison, il est obligé de se représenter. C'est la demande du peuple congolais. Très bien. Alors, il est coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement, cadre et communicateur de l'UDPS, et puis communicateur de l'Union Sacrée. Il s'appelle M. Félix Kayembe, c'est lui qui a été notre invité. M. Félix Kayembe, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et merci également d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie, monsieur. Très bien, cette émission a été co-présentée par Tania Mouwadi. Merci beaucoup à vous de cette co-présentation. Merci Nathan. Très bien, le plaisir a été pour moi de le présenter. On se retrouve comme ça le vendredi pour le dernier numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de la journée chez vous. Au revoir.